Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire de la French Tech Atlantic Valley qu'on réalise cette fois-ci en partenariat avec l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Pierre Foucault et également Akiti Gestion avec également une intervention de Saveria Désert. Et un grand merci également à la French Tech Limousin et à la French Tech Bordeaux qui ont relayé l'information et on a non seulement des startups de l'Atlantic Valley avec nous aujourd'hui, mais également d'autres startups de Nouvelle-Aquitaine qui sont connectées avec nous et c'est super. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on soit ensemble jusqu'à 15 h aujourd'hui. Je vais bien sûr donner très rapidement la parole à Pierre et Saveria pour qu'ils puissent vous donner leur feedback et je dirais leur mood du moment en ce qui concerne les capacités d'investissement et des levées de fonds possibles dans cette période évidemment excessivement complexe et compliquée du fait de la crise qui a frappé le monde avec le coronavirus. Et ensuite, bien sûr, on laissera un dernier quart d'heure, un bon dernier quart d'heure pour faire une séance de questions-réponses et ainsi pouvoir répondre au plus près de vos questions. Voilà, donc simplement en introduction, avant de laisser la parole à Pierre Foucault de l'ADI Nouvelle-Aquitaine, je voulais vous redonner quelques chiffres clés de contexte pour vous dire tout d'abord que tout ne va pas forcément mal en 2020 dans le monde de la French Tech, puisque les chiffres clés du premier trimestre qui ont été publiés récemment démontrent que l'écosystème de start-up a été encore très dynamique et que le montant des levées de fonds sur ce premier trimestre 2020 s'est élevé à 1,1 milliard d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que sur toute l'année 2018 et 800 millions d'euros de plus que l'année 2019 à la même période. Donc, la période janvier-mars a été extrêmement dynamique, même si les chiffres peuvent être un tout petit peu bombés du fait de la présence dans les levées de fonds de Doctolib, qui est devenue la 5e licorne française en levant à elle seule 150 millions d'euros, ce qui naturellement gonfle un petit peu les chiffres. Mais quoi qu'il en soit, on était sur une période vraiment dynamique qui était dans le tempo de l'année 2019, qui avait été une année absolument record pour les levées de fonds de start-up françaises. Alors bien évidemment, ça c'était avant. C'était avant l'annonce du confinement, la crise du Covid-19. Et forcément, la période qui a été la nôtre ces 2 derniers mois d'avril et mai était beaucoup plus attentiste, puisque bien évidemment, l'énorme ralentissement, pour ne pas dire arrêt économique qui a touché toute la France, fait que c'était compliqué pour les investisseurs d'avancer avec une visibilité importante. Pour pallier en partie à cette problématique, la French Tech a mis en place, avec l'aide de la BPI, la Banque publique d'investissement, un dispositif qui s'appelle le French Tech Bridge et qui, comme son nom l'indique, a pour objet, puisqu'il est toujours d'actualité d'ailleurs, de faire un pont entre 2 levées de fonds en permettant à des startups qui avaient donc déjà réalisé une série A et qui étaient en phase de closing d'une seconde levée de fonds, eh bien, de passer un deal avec la BPI et les investisseurs qui étaient dans le tour de table pour en fait transformer cette levée de fonds en un prêt sous forme d'obligation convertible et qui pouvait se porter au capital social des startups. Donc, ce dispositif qui a été lancé par la BPI courant mars permet d'investir de 100 000 à 5 millions d'euros d'argent public sur du cofinancement à hauteur de 50% dans chacune des startups qui sont lauréates, labellisées French Tech Bridge. Et l'enveloppe totale de la BPI sur cette opération est de l'ordre de 80 à 100 millions d'euros, ce qui permet donc d'injecter au total 160 à 200 millions d'euros dans les startups pour tenir le coup en période de crise. D'après les échanges que j'ai pu avoir avec la BPI au niveau national et régional, c'est un dispositif qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place et c'est bien normal puisque là, les conditions d'accès sont quand même extrêmement serrées et il fallait une négociation avec les investisseurs privés pour arriver à un accord sur le montant, sur le procédé, sur l'agenda, le timing. Et donc, c'est pas de l'argent qui s'est débloqué, bien sûr, aussi vite que ça a pu être le cas sur des reports de crédit ou sur des prêts garantis par l'État. Toujours est-il que quand j'ai échangé avec la BPI il y a 15 jours, ils n'avaient encore aucune opération qui avait été totalement finalisée, mais ils en avaient plusieurs dans le pipe. Et là, j'ai lu un article ce matin qui indiquait que au 15 mai, il y avait 40 des 80 millions d'euros qui avaient été engagés
au total sur ce French Tech Bridge à ce jour. Et c'est 50 dossiers qui ont été reçus, dont certainement 10 à 15 lauréats, pas plus, sur les 50 dossiers reçus. Mais en tous les cas, ça veut dire que le dispositif, il est opérationnel, il est en cours de traitement. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure où vous aviez fait une première levée de fonds et vous étiez vraiment dans une phase très avancée qu'il faut prouver de closing d'une seconde levée de fonds, eh bien, sachez que ce dispositif, il court encore sur le mois de mai et très certainement sur le mois de juin. Et donc, c'est des choses que vous pouvez encore mobiliser. Maintenant, ce n'est pas le propos, je dirais, principal du webinaire de ce jour, puisque l'idée, c'est plutôt de voir quel est aujourd'hui l'état d'esprit des investisseurs à l'heure du déconfinement. Est-ce que, bien sûr, la visibilité est compliquée, mais est-ce qu'il y a une anticipation sur une reprise d'activité? Est-ce que déjà on a vraiment constaté un ralentissement et est-ce qu'on peut prévoir une reprise des négociations, j'allais dire, pour un certain nombre d'investisseurs avec les startups qui sont en demande de levée de fonds sur différents niveaux? C'est un peu voilà, toutes les questions que se posent pas mal d'entrepreneurs de l'écosystème French Tech aujourd'hui. Et donc, je vais demander à Pierre et Saveria de nous apporter un petit peu leur éclairage là-dessus. Donc, je vous propose de démarrer avec Pierre Foucault, déjà, de l'ADI Nouvelle-Aquitaine, qui, de par son poste à la direction investissement, a un contact privilégié avec un certain nombre d'investisseurs. Il va nous l'expliquer public et privé. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de te faire intervenir aujourd'hui pour que tu nous donnes un petit peu ton écho et ton regard sur la situation dans la globalité de l'état des levées de fonds à l'heure du déconfinement. Je te laisse. Ben, merci Fabien, puis bonjour à tous. Si ça vous dérange pas, je vais juste enlever ma caméra parce que voilà, j'ai un petit problème de bande passante à la maison, donc plutôt que ça coupe au niveau du son, je préfère que vous ne voyez pas ma tête. Donc, mais je voulais juste dire bonjour à tout le monde. Merci Fabien d'organiser ça. C'est vrai que c'est toujours intéressant de parler des levées de fonds. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi donc je suis Pierre Foucault, je suis chef de projet relations investisseurs à ADI. Voilà, on est une petite équipe au sein d'ADI, on est 3 et on est spécialisé sur la levée de fonds des startups et en particulier la levée de fonds en amorçage. Donc la première levée de fonds qui est souvent la plus difficile. Et tu faisais état de ce dispositif BPI, voilà, qui est un bridge. Et malheureusement, pour celles-là qui sont dans cette phase de première levée, c'est un dispositif qu'ils ne peuvent pas mobiliser, puisque, comme tu l'as très bien dit, il faut déjà avoir fait une première levée de fonds avant de pouvoir mobiliser ce fonds BPI. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu de ma vision des choses. Alors, elle est très personnelle, elle n'engage que moi. Voilà, il y aura un certain nombre de généralités. Je vais aussi quand même essayer de parler des petites exceptions qui font que, voilà, on peut pas, c'est pas binaire, quoi, ce qui se passe en ce moment. Donc, la question souvent qu'on me pose, c'est est-ce que les investisseurs ont arrêté d'investir? La réponse, c'est non. Non, non, ils n'ont pas arrêté. Par contre, je dirais que les choses ont beaucoup évolué. Avec mes collègues dans l'équipe, là, on a dû parler à une bonne quinzaine, si ce n'est pas 20 investisseurs depuis le début du confinement. On a parlé à des BA, à des réseaux de BA, à des fonds, et tous ne réagissent pas de la même manière, comme vous en doutez. Néanmoins, j'ai envie de dire, il y a un élément, il y a un dénominateur commun avec tous ces investisseurs, c'est que la première réaction qu'ils ont eue, c'était de se focaliser sur leur portefeuille actuel. La première chose qu'on fait, c'est on regarde ses participations, on regarde ses lignes et on regarde celles qui sont touchées particulièrement. Et ça nécessite énormément de travail, ce qui fait que les investisseurs qui peut-être avaient du temps pour étudier des nouveaux dossiers ne l'ont plus. Donc il y a cette phase de voilà, on fait un point avec toutes ces lignes et je pense que Saveria pourra nous en parler après pour regarder voilà quels sont ceux qui sont réellement impactés et comment on va pouvoir les accompagner. Ça va nécessiter pour certains de les accompagner au niveau stratégique, de retravailler sur des nouveaux marchés, peut-être des nouveaux produits, mais aussi évidemment financièrement. Donc, ils vont allouer un peu d'argent, des réserves qu'ils avaient pour ces lignes qui sont déjà existantes dans leur portefeuille. Donc, tous vont faire ça. Après, quand on regarde un petit peu la typologie de chaque investisseur, que ce soit des BA ou des réseaux de BA, que je vais mettre peut-être à part des fonds institutionnels, mais
avec les échanges que moi j'ai eus au niveau de ces réseaux, alors que ce soit régional ou national, hein, j'ai le sentiment, ou en tout cas on m'a indiqué qu'aujourd'hui, même si ils allaient étudier des nouveaux dossiers, ils allaient prendre leur temps. Et que pour certains, il n'y aurait pas de décision d'investissement avant septembre. Donc, ils vont laisser couler un peu de temps, certainement pour que la situation se stabilise un tout petit peu. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces business angels, et soit ils sont individuels, soit ils travaillent en réseau, une bonne partie de leur patrimoine est en bourse. Ils sont pris une sacrée claque au mois de mars. Pour certains, ont perdu voilà, un bon paquet. Donc, aujourd'hui, ils sont un peu en attente. Ils veulent voir que les marchés commencent à reprendre un petit peu de couleur. Donc, on est un peu dans cette phase. Les marchés boursiers se sont stabilisés, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir, mais on est encore loin des niveaux de février. Donc, voilà, les BA, les réseaux de BA, aujourd'hui, je les sens un peu plus frileux. Donc, voilà, ils vont continuer à regarder des dossiers, mais voilà, avant, si jamais c'est un nouveau dossier qu'ils reçoivent aujourd'hui, je serais très surpris qu'il y ait une décision d'investissement qui soit prise avant ou pendant l'été. Ça sera certainement à la rentrée. Maintenant, si on parle des fonds de capital risque, hein, des fonds classiques, eux, voilà, les échanges que moi j'ai, c'est que les directeurs de participation, les chargés d'affaires continuent de regarder. Il y a eu, comme je parlais tout à l'heure, hein, cette phase de tout le monde s'est pris une claque, il a fallu faire le point sur le portefeuille, mais aujourd'hui, voilà, on a un peu digéré. On continue de regarder les dossiers. Évidemment, il y a certains secteurs qui ne vont plus regarder, en tout cas certainement pas dans le court terme. Tout ce qui est start-up techno en relation avec le tourisme, par exemple, c'est bien des sujets qui aujourd'hui vont leur faire peur. Et honnêtement, ça va être très très dur de faire passer un dossier là-dedans. Pour autant, voilà, ils continuent à regarder. Je dirais un autre élément quand même qui est assez important, et c'est moi je l'observe hein, depuis quelques jours maintenant, c'est le fait que des startups en phase d'amorçage, alors je ne sais pas, hein, certains d'entre vous, si vous êtes dans cette phase-là ou vous êtes un peu plus mûr, mais autant des dossiers avec des belles technos, mais qui ne faisaient pas ou très peu de chiffre d'affaires, on pouvait quand même aller voilà, chercher des investisseurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que pour des boîtes qui font très peu de chiffre d'affaires ou pas, ça va être hyper compliqué. Ce qui fait que les investisseurs se sont un peu décalés vers des boîtes un peu plus mûres. Alors, je ne crois pas, voilà, c'est rare qu'on demande 1 million d'euros de chiffre d'affaires parce que sinon, ça serait compliqué pour beaucoup de monde. Mais de voir que cette traction commerciale, voilà, qu'on s'attend à voir, aujourd'hui, elle est prépondérante. Et voilà, de par mes échanges avec ces fonds, on me dit aujourd'hui, écoute Pierre, voilà, des boîtes, si elles ne nous sortent pas 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui, pour nous, c'est difficile parce qu'il faut qu'on arrive vraiment à palper le marché. Donc, il va falloir qu'on attende un peu si ce n'est pas le cas. Donc, d'une manière générale, alors je fais un peu des généralités, hein, mais voilà, un processus de levée de fonds va prendre plus longtemps. Alors, il prenait déjà, voilà, il fallait bien compter 9 mois entre le moment où on commence et le moment où on peut espérer un closing. Aujourd'hui, il va falloir se dire, ça prend plus longtemps. En fonction des interlocuteurs qu'on va aller chercher, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa maturité, il y a un gros travail de préparation à faire. Donc voilà, les deux choses que je voulais dire, hein, encore une fois, hein, ces dénominateurs communs, c'était plutôt première phase, les investisseurs, que ce soit des BA ou des fonds, se focalisent sur leur portefeuille actuel hein, pour vraiment faire l'état des lieux et se concentrer sur leur boîte pour être sûr qu'elle passe la crise. Et ensuite, l'effet qui se coule un petit peu, c'est des… Voilà, on va regarder des dossiers, on ne s'arrête pas d'investir parce que, de toute façon, c'est des fonds qui ont de l'argent à investir, mais on va essayer de dérisquer un peu. Et dérisquer, ça veut dire investir dans des boîtes qui sont voilà, un peu plus matures. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, Fabien. Après, encore une fois, je pense qu'on aura des questions et c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est ces moments d'échange. Et si jamais certains d'entre vous ont des questions particulières que vous ne voulez pas poser aujourd'hui, vous pouvez, je pense, Fabien, tu feras peut-être suivre mes coordonnées. Si vous voulez Oui, bien sûr. m'appeler,
pour en discuter séparément, voilà, moi, évidemment, je suis disponible pour faire ça. C'est mon travail, donc surtout, n'hésitez pas. Bah, merci beaucoup Pierre, c'est à la fois très éclairant et c'est top de savoir qu'on peut compter sur ta disponibilité aussi pour des réponses aux questions tout à l'heure et également des conseils plus individualisés, effectivement, qui ne pourront pas forcément être traités en collectif ici. Alors justement, avant de laisser la place aux questions, et j'imagine qu'elles doivent être assez nombreuses par rapport à ton intervention, je vais donner la parole à Saveria, qui est donc directrice de participation à Akiti Gestion, qui est un investisseur extrêmement important pour toutes les startups de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'était important pour nous d'avoir également son témoignage, puisqu'elle gère en direct un grand nombre de participations et de dossiers en cours de traitement. Et donc, on voulait avoir vraiment l'état d'esprit, le mood, j'allais dire, d'Akiti aujourd'hui à l'heure du déconfinement, savoir s'il était différent finalement du début d'année 2020 et de la période difficile qu'on vient de traverser. Et peut-être que tu puisses aussi nous donner quelques messages donc, pour toutes les startups qui souhaiteraient, dans les semaines ou dans les mois à venir, présenter un projet. C'est à toi, Saveria. Ah, il faut que tu rouvres ton micro. Ton micro est fermé. Je me suis trompée, je pensais l'avoir allumé. Oui, donc merci Fabien d'avoir pensé à Akiti donc pour intervenir dans le cadre de ce webinaire qui est intéressant, je pense, justement pour que nos jeunes startups sachent un peu ce qui se passe dans tout l'écosystème des fonds. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Akiti, donc Akiti est une société de gestion qui gère différents fonds d'investissement dans lesquels la région de Nouvelle-Aquitaine est impliquée. Donc, aujourd'hui, Akiti gère 7 fonds pour 180 millions d'euros de fonds gérés. Et donc, aujourd'hui, nous avons investi dans un portefeuille de 200 entreprises à peu près. Et donc, Akiti, c'est une équipe de 16 personnes qui sont basées sur 3 sites. La majorité de l'équipe est à Bordeaux, puis nous avons également un bout de l'équipe à Limoges, puis à Poitiers, pour donc être au plus près des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre métier, c'est de financer des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, quel que soit leur secteur d'activité, au stade du démarrage, de la création, du développement, mais également de la reprise, pour investir en fonds propres, c'est-à-dire en actions, en obligations convertibles, pour des montants qui vont de 100 000 euros à 3 millions d'euros par dossier. Donc voilà pour notre métier. Donc moi, je m'occupe des dossiers de capital risque pour le territoire de Poitou-Charentes. Voilà, donc je ne sais pas s'il y en a certains qui me connaissent ou pas, j'arrive pas à voir toutes les personnes qui sont là. Donc comment s'est passée cette période compliquée chez nous ? Donc tout d'abord, et je pense que ça a été pareil pour la majorité des fonds, on s'est tous mis en télétravail et dans la mesure où on a l'habitude de partager tous nos dossiers sur des serveurs, ça s'est mis en place très rapidement, donc il n'y a pas eu, je dirais, d'interruption de notre métier pour nous pendant cette période. On a continué à fonctionner de manière, je dirais, courante. On a eu cette chance-là. Et donc, dès le départ, comme Pierre l'a bien décrit, nous avons fait le tour de toutes nos participations pour voir, déjà pour leur proposer systématiquement à toutes un report de règlement d'intérêt ou de remboursement d'échéances d'emprunt ou d'obligations convertibles qu'on a mis en place. Donc, on a proposé des décalages sur 3 à 6 mois en fonction des besoins des entreprises afin de soulager leur trésorerie à court terme. Donc, ça a été vraiment notre première action auprès de notre portefeuille. Et ensuite, on a pris le temps d'appeler quasiment chacun de nos dirigeants pour faire le point sur l'impact qu'avait donc cette crise sur leur activité et sur un peu les perspectives, pour éventuellement également quantifier le besoin financier que ces derniers pourraient avoir dans les prochains mois. Donc, on a fait ça plutôt au mois de mars-avril. Et là, je continue à avoir au fil de l'eau des nouvelles des dirigeants. Et en fait, en mars-avril, nos sociétés étaient quand même peu impactées, à part quelques-unes qui avaient vraiment, je dirais, des produits de consommation grand public où là, il n'y avait plus de consommation du tout. Mais les autres, au démarrage, elles ont donc systématiquement utilisé les mesures de chômage partiel, de décalage de règlement des cotisations, et puis également fait appel aux prêts garantis par l'État. Donc, elles ont quasiment toutes utilisé ces leviers financiers. Donc, ça leur a donné de la trésorerie pendant cette période. Mais là, on commence à voir sur certaines startups, voilà, ça repart moins vite que prévu. Et il y en a qui sont en train de voir qu'elles auront peut-être 50 à 60% de moins de chiffre d'affaires que prévu pour 2020. Donc voilà, pour l'instant, pas trop de difficultés, mais je pense que les difficultés seront à venir. Dans les 3-4 prochains mois, on aura les effets de la crise un peu en décalé. Donc, toujours est-il qu'après avoir fait ce travail, on a repris quasiment tout de suite notre activité d'investissement. Donc, c'est-à-dire pendant cette période, on a toujours eu beaucoup de sollicitations. Moi, à titre d'exemple, vous voyez, sur les 2 derniers mois, j'ai quand même eu 11 demandes de financement de dossiers de start-up.
Et du coup, on ne s'est pas du tout arrêté. Tous nos lundis, on a des réunions de deal flow pour étudier ces dossiers. Alors évidemment, comme le disait Pierre, aujourd'hui, il y a des secteurs sur lesquels on fait plus attention. Voilà, aujourd'hui, je ne financerai pas forcément un dossier dans l'aéronautique ou dans le tourisme. Je verrai bien ce que ça concerne parce que c'est sûr que c'est des secteurs qui vont souffrir avec une reprise qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, peut-être effectivement que du coup, dans la mesure où on a incertitude sur l'évolution du contexte économique global pour même l'année prochaine, on cherche quand même des startups, je dirais, qui ont peut-être plus solides, qui ont la capacité, je dirais, à tenir quand bien même les 6 ou 8 prochains mois resteront perturbés du point de vue économique. Mais voilà. Mais après, on a vraiment une activité qui tourne comme habituellement. Tous nos comités sont faits avec des visions. On a toujours nos comités qui sont programmés tous les mois. Donc, on essaye de faire, je dirais, notre métier comme avant. Mais c'est sûr qu'on fait plus attention aux dossiers qu'on regarde parce que c'est sûr qu'on aura des refinancements à faire sur nos participations existantes. Donc, voilà. Après, pour vous donner un avis sur le marché, parce que c'est sûr que je travaille aussi avec différents fonds, donc j'ai eu les avis de mes collègues. Et comme disait Pierre, la majorité d'entre eux, quand même, vont être super sélectifs sur les dossiers. Donc, par exemple, des dossiers d'amorçage pur où il n'y a quasiment pas de chiffre d'affaires ou de la R&D à financer. Aujourd'hui, je pense que ces dossiers auront énormément de mal à lever des fonds parce qu'aujourd'hui, ces dossiers-là sont plus regardés en priorité par une partie des fonds qui ont l'habitude de faire du capital risque. Donc voilà. Donc, Pierre avait déjà bien détaillé le contexte. J'ai un petit peu complété. Et je peux peut-être rajouter un tout petit truc, et peut-être que Saveria aura un avis différent. C'est aussi quelque chose qu'on lit un peu et qu'on entend, mais notamment vis-à-vis des valorisations de start-up. Voilà, c'est vrai que les dirigeants de start-up étaient en position de force, entre guillemets, jusqu'à février, où certains d'entre eux, en gros, avaient le choix entre voilà, un pool d'investisseurs et en gros pouvaient un peu modeler leur valo comme ils le voulaient. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne va pas du tout être le cas. On s'attend, et là encore une fois, on s'attend, faudra voir ce qui se passe sur le marché une fois que ça se passera, mais à une baisse significative des valos dans les prochains mois. On parle de 30%, j'en sais rien, j'aime pas trop les prédictions comme ça, mais toujours est-il que, étant donné que voilà, les investisseurs vont être beaucoup plus précautionneux, il est évident que au niveau des valos, ça va se ressentir. D'autant plus que je trouve que sur l'année précédente, les valorisations étaient quand même toutes à la hausse, avec de temps en temps des niveaux de valorisation qu'on nous proposait qui étaient complètement déconnectés de la réalité d'entreprise. Donc, je pense qu'il y aura peut-être une remise à niveau, effectivement, qu'on va voir sur les prochains mois. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces éléments de contexte. Il nous reste une demi-heure devant nous, donc ce que je vous propose, vous avez été vraiment très complets tous les deux, Pierre et Saveria, c'est qu'on passe maintenant aux questions, puisque j'imagine qu'un certain nombre des entrepreneurs qui sont connectés ont peut-être justement des questions à poser par rapport au contexte global ou à des problématiques particulières d'entreprise. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier, c'est toujours plus difficile. Alors vous pouvez soit, puisqu'on est sur Google Meet, prendre le micro et poser votre question en direct avec ou sans caméra, il n'y a pas de problème. Ou si vous avez des petits problèmes de connexion, il y a un système de chat en haut à droite sur lequel vous pouvez poser une question directement par écrit. Et dans ce cas-là, je la lirai à Pierre et Saveria. Qui veut poser une question en premier? Bon, on a été super clair avec Pierre. C'est sûr. Et je serais surpris quand même qu'il n'y ait aucune question sur un sujet aussi impérieux d'actualité. Est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont en processus de levée de fonds? Je ne sais pas si tu m'entends, Fabien. Oui, on t'entend, Robin. Yes, bonjour. Merci pour le webinaire. Merci
aux intervenants aussi qui ont été assez clairs. Moi, j'ai une question qui va être un peu plus large en fait. Ça va être sur, enfin, vous avez dit tous les deux, donc Savaria et Pierre de mémoire, Oui. que la tendance en gros de financement va être réservée à des startups et à des projets qui auraient mûri, qui auraient déjà voilà, une espèce de preuve de marché sur le chiffre d'affaires, etc. Pour autant, je pense que la période va obliger certaines startups à émerger pour répondre à des nouveaux problèmes ou à des problèmes qui vont être provoqués par la tendance de la crise sanitaire et la répercussion que ça va avoir sur notre style de vie, tout simplement, sur nos habitudes de consommation. Et, euh, et j'aimerais connaître, en fait, quel est votre point de vue par rapport aux industries dont seraient issues les futures startups qui auraient beaucoup plus de pertinence à être financées par rapport à d'autres que vous avez cités, par exemple le tourisme ou l'aérospatial. Alors, ouais, c'est Pierre là. Alors, c'est difficile de répondre à une question comme ça. Ce que je pourrais dire, c'est que de certaines boîtes que je connais, certaines qui s'en sortent plutôt pas mal sont effectivement plus dans le secteur de la santé. Deux types, on va dire, de santé. D'une part, des boîtes qui permettent la téléconsultation. Certaines d'entre elles ont connu un réel engouement et pour des raisons qu'on connaît. Donc, voilà, il y a des boîtes qui permettent en gros de travailler à distance, de téléconsulter. On a quelques exemples d'ailleurs dans la région hein, d'entreprises qui sont sur ce créneau-là et qui ont très bien marché et ça pour un investisseur, c'est du pain béni. Ce qu'il veut voir, c'est cette traction commerciale. Encore une fois, on ne s'attend pas, ou en tout cas, faut pas espérer montrer 500 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle est de montrer un petit peu, mais d'être sur une trajectoire c'est la trajectoire presque qui est plus importante. Donc, si on est dans ce contexte aujourd'hui où la téléconsultation est vraiment amenée à croître, montrer qu'on a de plus en plus d'utilisateurs, voilà, c'est des choses qui marchent pas mal. Donc ça, c'était, on va dire, plus numérique santé qui a un peu le vent en poupe. Et puis, un autre côté, c'est tout ce qui reste, enfin, on va dire le medtech ou le biotech avec certaines boîtes. On est dans le deep tech. Voilà, on va dire que les sujets deep tech, eux, même s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, alors c'est à prendre avec des pincettes parce que Savaria avait raison. Hein, si c'est pour financer que de la R&D, ça va être compliqué. Mais pour des boîtes deep tech qui ont un gros potentiel avec une vraie techno de rupture, celles-là, les investisseurs vont continuer à les regarder. Ils les regardaient avant, ils vont continuer parce que la techno de rupture, ça reste d'actualité. Donc, pour moi, voilà, autour, on va dire, du monde de la santé d'une manière générale, il y a des très, très beaux sujets. Il n'empêche que si on est dans le numérique santé, il va falloir montrer un début de croissance qui est important. Les investisseurs vont rester bloqués là-dessus, surtout dans le numérique. Mais c'est mon avis, encore une fois, moi je suis qu'accompagnant, donc je travaille avec des investisseurs, mais Savaria aura peut-être un avis différent. Mais c'est quand même sûr que les startups qui développent des services ou des outils en lien voilà, pour faciliter certaines choses qui ont lieu pendant la crise, on va quand même regarder plus particulièrement parce qu'on sait que ce n'est pas forcément fini, que ça peut reprendre. Donc, je pense que c'est des sujets qui vont avoir le vent en poupe. Et nous, on a vu certaines de nos startups qui ont développé, c'est plus vraiment des startups, bon, elles étaient un peu plus avancées, mais qui ont développé une offre adaptée au contexte actuel et qui ont pu survivre avec ça. Donc, on va être particulièrement attentif quand même à ce genre de dossier, on va les regarder. Mais il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée. J'avais une question, du coup, Fabien. Bien sûr, Marie-Pauline, vas-y. Bonjour, donc Marie-Pauline Carpentier de l'Elliptique, donc réseau des professionnels du numérique en Limousin et communauté French Tech Limousin. Il y a une tendance nationale qui est autour de la Tech for Good, tout ce qui est entreprise à impact, que ce soit un impact positif, impact environnemental. Est-ce que ça fait partie également des sujets sur lesquels vous allez être attentifs dans les mois à venir? Alors, je vais parler un petit peu là-dessus. Moi, au sein d'ADI, évidemment,
Et on a des sujets, hein, absolument, parce que c'est vrai que la crise fait que ce sont des sujets d'actualité. Mais des projets impact pour des investisseurs, il faut quand même que ce soit des projets qui leur permettent de faire un retour sur investissement à terme. Donc, oui. Évidemment. Oui, absolument. Non, mais je précise parce que voilà, certains investisseurs sont un peu dans ce modèle où effectivement c'est plus l'impact qui est important. Voilà, les investisseurs que nous on connaît, voilà, vont vouloir un retour sur investissement qui est similaire à un projet non impact. Donc oui, la réponse oui, on est vigilant à ça, mais il reste encore, somme toute, assez peu d'investisseurs spécialisés impact aujourd'hui. Moi, voilà, dans notre réseau, on doit en connaître une dizaine qui ne font que ce genre de projet. Après, je ne sais pas si Saveria a un avis là-dessus, si elle va, mais je pense qu'elle regarde tous les types de dossiers, donc encore une fois, ça ne doit pas changer, mais peut-être que la crise a fait que. Alors oui, effectivement, nous on regarde tout type de dossier, mais moi j'ai quand même remarqué que les dossiers à impact aujourd'hui, comme c'est dans l'air du temps, c'est quand même, ça peut être un petit plus sur certains dossiers quand vous avez une composante impact. Et nous notamment, comme dans certains de nos actionnaires, on a notamment la région Poitou-Charentes qui a une feuille de route bien claire, notamment sur tout ce qui est technologie verte. Nous, c'est des choses qu'on aime bien avoir dans nos dossiers aussi. Mais bien sûr, sous réserve qu'il y ait une crédibilité économique derrière le projet, bien sûr, comme le disait Pierre. Bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos précisions. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est vrai que Saveria demandait tout à l'heure, c'est jamais évident, bien sûr, de répondre, mais si certains porteurs de projets sont en questionnement sur une éventuelle future levée de fonds, n'hésitez surtout pas à intervenir si le caractère n'est pas trop confidentiel, parce que c'est le bon moment, en ayant Pierre et Saveria avec vous, de poser des questions. Alors, une question posée sur le chat. Ah, c'est pour toi, Saveria. Quel est le contact Equity Gestion à Limoges? Alors, si c'est pour le capital risque, je pense que ça doit être là, parce qu'on a plutôt des startups autour de l'ordinateur, là. C'est Fabienne Mazot. Je pourrais te transmettre les coordonnées, Fabien. Tu pourras peut-être te transmettre à Monsieur Ribieras. Bien sûr. Mazot, M-A-Z-E-A-U. On a un site internet qui est bien fait. Je pense que vous devez avoir les coordonnées de Fabienne sur le site internet d'Akiti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, hein, c'est le moment. Je rajoute, donc, si j'ai un conseil à donner à ceux qui sont en phase de levée de fonds, c'est que vraiment, il faut vous prépariez des dossiers, je dirais, béton. C'est-à-dire avoir une stratégie commerciale claire, votre marché identifié, avoir bien quantifié vos besoins, voilà, qu'ils soient argumentés. Parce que oui, il y a beaucoup de fonds qui font que les dossiers les plus solides. Et quand on a un dirigeant, quand bien même il reste pas très avancé, mais qui sait vraiment où il va, qu'il a bien mesuré les risques, les opportunités, voilà, c'est rassurant et c'est des dossiers voilà, qui ont plus de chances d'aboutir. Donc, prenez bien ce temps préalable de bien préparer votre dossier. C'est vrai que tu évoques un point important. On dit toujours que dans une levée de fonds, au-delà de la qualité du projet et des premiers indicateurs sur le marché, notamment l'attraction due au chiffre d'affaires, on dit qu'un des éléments clés, c'est toujours l'entrepreneur et la capacité de détecter, à avoir une vision d'avenir, une capacité à gérer une équipe, à développer un projet. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. L'aspect humain est aussi important que l'aspect technique. Et donc, comment est-ce que vous faites là dans cette période où on ne peut pas organiser de rendez-vous physiques? Forcément, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus difficile à mesurer, même avec des outils type visio, j'imagine. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que là, vous voyez, pendant la période du confinement, j'ai réalisé un investissement avec des dirigeants qui ont pris contact avec moi au début du confinement et le comité a eu lieu en visio et là, on est en train de finaliser. On a tout fait confiner. Donc, c'est faisable, mais j'avoue que je ne suis pas… c'est pas idéal parce que quand même, on aime bien, pour bien se rendre compte du tempérament des personnes et aussi de la qualité de la relation qu'on peut avoir parce qu'après, quand on investit dans une start-up, c'est une relation, je dirais, dans la durée avec un dirigeant qu'on souhaite avoir.
Donc voilà, pour sentir les choses, il faut quand même mieux se voir. Donc là, temporairement, on a fait 100, mais à terme, voilà, on préfère quand même, on a besoin même de voir, je dirais, les locaux, voir l'équipe. C'est quand même une part importante parce que la qualité d'un dossier, pour moi, c'est 90% dans l'humain quand même. Hein, donc c'est très important pour nous. Mais là, on a pu faire 100, et puis je pense que d'autres fonds ont dû aussi se débrouiller sans. Mais vous voyez, il y a même une société qui m'a fait un film pour que je visite à distance les locaux. Voilà, on s'est débrouillé comme on a pu, mais voilà, ça a pu se faire. Mais c'est vrai que rapidement, si je peux ressortir pour aller rencontrer les dirigeants, ce sera mieux. Soyez créatifs pour réussir à effectivement et alors, à l'inverse, maintenant que vous m'en parlez, il y a peut-être des dossiers auxquels je n'ai pas donné suite. Ça a peut-être été différent si j'avais rencontré le dirigeant. Parce qu'après, présenter son dossier en visio, c'est pas forcément pareil que quand on se voit physiquement. Enfin, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Donc, pas hésiter à représenter des dossiers dans quelques semaines ou quelques mois pour des entrepreneurs qui auraient été refoulés sur certains, effectivement, comités techniques. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être parmi les personnes connectées? Non, peut-être qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, Marie-Pauline, peut-être? Non, c'est juste que c'était super clair, en fait, aussi bien au niveau du timing, des prochaines étapes. Enfin, voilà, comme le disait Pierre, que ça va être quand même un peu en stand-by, je dirais, jusqu'à septembre. Enfin, le suivi des dossiers. Non, moi, je suis très contente d'avoir suivi ce webinaire parce que je vais pouvoir amener quelques éléments de réponse aux startups du Limousin. En effet, écoute, un grand merci à toi, un grand merci à Serveria et Pierre pour leur intervention. Avec Marie-Pauline, justement, et tout le comité technique, on est en train de préparer un prochain webinar sur l'international. Donc, on vous tiendra au courant sur cet aspect-là. Voilà, donc si vous avez une dernière question, encore une fois, c'est le moment de la poser. Pierre, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on clôture la séance? Comme je disais, voilà, si jamais il y en a certains d'entre vous qui, parce que c'est confidentiel, parce que c'était pas le moment, voilà, moi c'est mon travail d'accompagner des dirigeants dans cette phase de levée de fonds, sur la préparation des documents, sur un ciblage d'investisseurs, sur les contacts avec les investisseurs. Donc voilà, vous trouvez mes coordonnées soit par Fabien, soit sur le site de d'ADI. Et puis voilà, vous m'appelez, c'est avec grand plaisir. Et puis échanger sur votre projet. Voilà, bien sûr, tout à fait. Vous avez tous mes coordonnées dans le mail, vous avez les coordonnées de Marie-Pauline également, donc n'hésitez pas à passer par nous. Effectivement, bien sûr, on transmettra individuellement et en toute confidentialité toutes les demandes à Pierre et Serveria. Oui, bonjour, oui, c'est... Oui, je fais un petit retour rapidement. C'est Guillaume des As du numérique. On crée une plateforme d'entraide numérique. On pense qu'elle est particulièrement adaptée à ce qui s'est passé dernièrement en déconfinement. Je fais juste un petit retour pour vous remercier de nous faire un retour qui sera très intéressant dans notre développement. Mais c'est vrai que nous, comme vous avez dit, en fait, on est en phase d'amorçage, on fait le prototypage et donc c'est la grosse phase qui va nous occuper. Donc j'ai bien noté vos remarques, mais je n'ai pas vraiment de questions précises, mais je vous remercie quand même. Très bien. Et après, si je peux me permettre pour ajouter pour Aloïs, si jamais voilà des problématiques de financement au stade où vous êtes, de privilégier d'abord tout ce qui est aide régionale, tout ce qui est aide au prototype numérique, l'équipe start-up. Et puis si on est vraiment dans l'innovation, la plateforme Nouvelle Équité d'amorçage, la plateforme de prêt d'honneur, qui est vraiment là pour maximiser vos fonds propres, donc dans cette phase de départ. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher au début, c'est maximiser ses fonds propres. Alors, s'il n'y en a pas beaucoup, les plateformes de prêt d'honneur sont là pour ça. Ça vous permet d'aller chercher un peu plus au niveau de la région et aussi d'aller commencer à parler avec BPI. Donc, dans cette phase-là, c'est vraiment les interlocuteurs, je dirais, privilégiés. Et une fois que tout ça est mis en place, ensuite, on peut frapper à la porte de BA, de réseau de BA, d'Akiti. Mais voilà, il y a une certaine chronologie à suivre. Et faut pas tout de suite aller parler des investisseurs quand c'est trop tôt.
Faut bien travailler sur son projet et bien comprendre voilà, qu'est-ce qu'il faut aller chercher en premier. Et comme je disais, hein, c'est plateforme de prêt d'honneur, région d'abord et BPI, et ensuite les investisseurs, une fois qu'on commence à avoir un peu de traction. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé capital risque aujourd'hui, c'est vrai. Et le même écho sur le capital développement, est-ce que la situation est un peu similaire ou un petit peu différente? Peut-être, Saveria, tu as des éléments en interne sur Akiti là-dessus? Ils ont eu la même démarche, donc toutes les sociétés ont été appelées, voilà, et puis ils ont estimé de manière peut-être plus fine, parce que c'est sur des activités qui tournent, quels allaient être les besoins en financement. Donc, en capital développement, les sociétés sont quand même moins fragiles qu'en capital risque. Donc, je pense qu'il y a moins de risques que des sociétés mettent la clé sous la porte, sauf voilà, les sociétés dans les secteurs les plus touchés. Du coup, ils continuent à faire leur métier de la même manière, j'ai l'impression, voilà, en étant forcément plus attentifs aux nouveaux dossiers, en privilégiant les dossiers de qualité. Très bien. Eh bien, je vous remercie encore une fois tous d'avoir participé à ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas à nous renvoyer des questions ou des commentaires par email qu'on pourra également transmettre à Pierre et Saveria. Et donc, je vous propose de clôturer ce webinaire dédié à l'investissement. Un grand merci à tous et à très bientôt.